Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc Bonjour. je reviens vers vous pour cette chaîne, mon conseiller nutritionnel. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier. Donc, ce sera un interview avec 3 personnes. Donc, ça, c'est pas encore fait. Donc, c'est une toute nouveauté. Nous avons souhaité faire intervenir 3 personnes parce que c'est 3 personnes qui sont actives dans le domaine de la santé et de la nutrition. Donc, la première personne, ce sera une personne qui est agriculteur, de père en fils. Ils se sont transmis la passion et donc il va nous parler avec énormément d'enthousiasme de son amour de nourrir les gens et d'aider les gens à cheminer vers une bonne santé et une bonne alimentation. Et la deuxième personne, donc, ce sera sa femme qui s'appelle Géraldine. Elle est en pratique en access bar. Elle, du coup, aide son mari à alimenter les gens et elle tient une auberge avec son mari et donc elle va nous expliquer tout ça dans cet entretien qui va suivre par la suite. Donc, bonjour à vous, Géraldine et puis votre mari. Donc, Nicolas. Nicolas, voilà, Nicolas, on se fréquente sur le moment, tout au vif, mais c'est super. C'est des lives, c'est des petites choses du direct. C'est super. Et donc, du coup, je vous laisse tranquillement vous présenter parce que c'est vous qui avez énormément de choses à partager. Alors, je m'appelle Nicolas, donc je suis agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, à 100 km au nord de Toulouse à peu près. Et on a des vaches laitières, donc on produit du lait pour l'usine Lactel à Montauban. D'accord. À Montauban, c'est ça? C'est ça, oui. Et l'usine, c'est Lactel, c'est ça? Lactel, oui, à Voilà. Montauban aussi. D'accord, ok. Montauban, donc Montauban dans le Tarn et donc dans le sud de la France, c'est ça? Oui, voilà, Voilà. Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. D'accord. Et donc, vous, Géraldine, du coup, vous l'aidez, c'est ça? C'est ça. Alors, moi, je me suis installée avec lui. Je me suis mariée avec Nicolas et avec son exploitation agricole aussi. Donc, du coup, D'accord, c'est j'ai très mis bien. à la pâte. C'est Du super. coup, voilà. On adore ça, travailler ensemble. Et puis après, j'ai souhaité développer mon activité au moment de la crise du lait, en 2014-2015. Donc, c'est là où j'ai créé mes hébergements. Et puis, depuis, j'ai progressé. J'ai décidé de me lancer un peu dans le bien-être parce que j'avais déjà des affinités avec les énergies. Et j'avais envie de professionnaliser, entre guillemets, tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre un tout petit peu juste pour que Nicolas, il est un petit peu coupé là, du coup. Voilà. Voilà, du coup, yes, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, Nicolas, du coup, allez-y, partagez-nous votre passion. Du coup, vous êtes Alors, nous, agriculteur de père en fils depuis combien de temps? voilà, oui. Alors, c'était mon grand-père qui avait commencé à produire du lait de vache. Dans les années, enfin, mon arrière-grand-père même, c'était dans les années 30, 40, à peu près, je pense, dans les années 1930, à peu près 1940. Et bon, mon grand-père a pris la suite, ensuite mon père. Et moi, en 1998, je me suis installé et on a créé un bâtiment moderne avec une salle de traite pour améliorer la production et être plus, comment dire, plus rentable entre guillemets et être avoir du lait de meilleure qualité aussi. D'accord. Et quand vous dites Et un lait de meilleur meilleure, confort pour les bêtes aussi. Un meilleur ouais, confort pour les Ouais. ben on va pouvoir y revenir justement parce que le meilleur confort pour les animaux et du meilleure qualité. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là en fait, de meilleure qualité en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment le lait se composait avant? Est-ce que vous aujourd'hui vous avez changé depuis? Alors déjà, on a changé au niveau qualité par rapport aux germes.
nous, on a une analyse toutes les semaines par la laiterie qui analyse tous les critères de qualité. En fait, bon, la qualité, après, il y a la matière grasse dedans, la matière protéique, et ensuite les germes aussi. Bon, ça, il faut être vraiment pointu là-dessus. C'est la propreté, quoi, de l'installation. Et ça a beaucoup évolué là-dessus, même sur la matière grasse, par rapport à l'alimentation et avec la génétique aussi, il y a eu des progrès très importants là-dessus. Disons qu'au fur et à mesure des années aussi, les normes ont changé, sont devenues plus strictes. Donc, il a fallu aussi, nous, s'adapter à l'évolution. Mm-hmm. Yes, parce que le critère de qualité, c'est la base de notre revenu, en fait. Suivant les critères sont respectés ou pas, on est payé plus ou moins bien. Voilà, on a un prix de base et suivant la qualité, si on a la bonne qualité, on peut avoir un peu plus. Si on a une mauvaise qualité, on a très vite beaucoup moins sur un paye. D'accord. Et donc, la bonne qualité du lait vient des installations, mais aussi de la santé et du bien-être des animaux, forcément. Parce que s'ils sont dans un environnement qui n'est pas favorable, forcément, ils sont stressés, la qualité du lait, ça ensemble. Bah oui, effectivement, sans vouloir être totalement dans la critique, mais on a beaucoup de gens qui se manifestent actuellement par rapport à la protection des animaux. Et donc, je trouvais très intéressant, non pas d'avoir un seul son de cloche, mais avoir la possibilité de vous donner la parole, en fait, et montrer que voilà, vous n'êtes pas des cruels producteurs de lait, mais vous faites votre travail au mieux et avec toute la bienveillance que vous avez, quoi. Donc expliquez-nous en fait cette dissonance qui existe en fait pour nous éclairer un petit peu, parce que c'est vrai que du coup pourquoi en fait pourquoi les gens en fait n'arrivent plus à discuter actuellement, en fait, que ce soit des agriculteurs avec les personnes qui sont pour la protection des animaux, ou que ce soit bon, on sait bien que il y a la grande distribution qui vous écrase. Ça, c'est sûr, au niveau du tarif, c'est très dur, c'est très compliqué. Donc là, le litre de lait a-t-il augmenté? Est-ce qu'il y a eu des améliorations pour les producteurs? Non, enfin, il y a eu une augmentation l'année dernière, soi-disant une pénurie de beurre. En fait, apparemment, c'était pas une pénurie de beurre, c'était en fait les supermarchés voulaient pas acheter acheter le beurre au prix qui avait évolué. Il a triplé, quoi, le beurre sur un an à peu près. Le prix du beurre a triplé à la tonne, et les supermarchés voulaient pas acheter du beurre à ce prix-là. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, qu'il n'y avait pas de beurre dans les supermarchés, parce que les fournisseurs voulaient pas les fournir, vu qu'ils voulaient pas payer le prix fort. Et les fournisseurs vendaient le beurre ailleurs, à des supermarchés qui voulaient bien l'acheter, ou à d'autres pays. Peut-être que tu expliques comment est indexé le prix du lait, parce que nous, oui. On le sait, mais on le sait à peu près, voilà. Parce que le prix du lait, nous, il est basé, on a un prix de base qui est calculé en fonction du cours du marché du prix du beurre et de la poudre de lait aussi, alors de la poudre infantile ou animale, et des produits de grande consommation, c'est-à-dire le lait UHT, quoi. Et en fait, nous, le souci qu'il y avait, le lait a augmenté l'année dernière grâce au beurre, mais les usines, quand elles produisent du beurre, le déchet, en fait, c'est la poudre de lait. Et il y avait beaucoup de poudre de lait, et du coup, le prix de la poudre de lait a beaucoup baissé. Alors nous, le prix du lait a augmenté un peu, parce que le beurre a augmenté, mais pas autant que ce qu'il devait augmenter, vu que la poudre a baissé. Comme nous, le prix du lait est indexé sur ces deux critères, ça n'a pas évolué énormément. Et cette année, le prix du lait, pour le moment, il est plus bas que l'année dernière. Et là, soi-disant, le deuxième semestre 2018 devrait augmenter. Le prix du lait devrait augmenter sur le deuxième semestre, parce que le beurre, il risque à manquer du beurre, nous, ils disent. Parce qu'il y a un autre aspect aussi. En fait, depuis quelques années, le beurre, c'est pas bon, le gras, c'est pas bon.
On fait Pour la santé. pour la santé. Et du coup, les personnes étaient tournées sur des graisses végétales. Maintenant, il y a l'huile de palme, ça devient une problématique. Alors, apparemment, ça se retourne maintenant sur le beurre. Et voilà, c'est les médias aussi qui font un peu tout ça. Hein, maintenant, ils disent que le beurre, c'est bon pour la santé. Il vaut mieux du beurre que de la margarine, voilà, ou de l'huile de palme, évidemment. Voilà, la margarine, ça va faire quand même près de 10 ans quand même qu'on a pu utiliser de la margarine. Hein. Oui. Moi, je me souviens quand même qu'au niveau des frites, on n'utilise plus de margarine depuis un bon bout de temps quand même. Non, c'était la végétaline pour les frites. Oui, la végétaline, voilà, la végétaline. C'est pas pareil, ouais. Ouais, mais la margarine aussi, hein, ça va faire longtemps quand même que... Mais tout ce qui est Saint-Hubert, 41, les choses comme ça, c'est des produits plutôt végétaux. Et ça, apparemment, voilà, c'est controversé. Mais il faut savoir que ça paraît compliqué, comme on vous a expliqué, le prix du lait, mais ça l'est tout aussi pour nous, hein, ça change tout le temps. Et effectivement, ils avaient donné une augmentation du prix, mais ils avaient changé les critères de qualité en même temps. Donc, en fait, les critères s'est endurci, on n'arrivait plus à être aux critères de qualité, donc le prix a augmenté sur le papier, mais dans la réalité, ça a baissé, ça nous a pénalisé en fait. Alors, par contre, qu'on soit bien clair, donc vous êtes dans comme le petit producteur péruvien, vous faites donc votre lait, mais par contre, c'est pas vous qui fixez les tarifs, on a des boursicoteurs derrière, je pense. Oui, oui, bien sûr, oui. Et le prix du lait, là, pour le mois de juin, on le sait. Maintenant, ils ont passé un accord. Ils doivent nous dire le prix, mettons, pour le 10 juin, on va savoir le prix du mois de juillet. Théoriquement. Après, des fois, ça arrive que non. Ça nous a eu arrivé que, mettons, là, on est le 6 juin aujourd'hui, donc on ne sait pas le prix du mois de juin encore. Bon, cette année, oui, on le sait, mais ça a eu arrivé que le mois en cours, on ne sait pas le prix du lait qu'on est en train de livrer. Et là, actuellement, en prix de base, on est payé. Là, on est payé 30 centimes en prix de base. Voilà. Le litre de lait. Il faut savoir que nous, 30 centimes, c'est un peu faible, mais 35, déjà, c'est bien, quoi. Déjà, rien que 32, nous, c'est. Voilà, nous, on gagne de l'argent. On joue sur 5 centimes d'euros au litre. Pour nous, c'est énorme. Pour le consommateur, c'est ridicule. Hein. Quand on dit ça, 5 centimes au litre, c'est ridicule. Mais pour nous, ça change tout. Sur l'année, c'est énorme. Oui, oui. Bah, oui, mais ce qui est très intéressant, donc, bon, effectivement, donc, c'est une histoire de centimes sur lesquels vous jouez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend, c'est qu'en fait, on en revient un petit peu, ouais, comme je disais, aux petits producteurs péruviens où vous êtes pas la personne qui est celle qui arrive. Non. Non. En fait, nous, c'est comme si on allait à Leclerc faire les courses et qu'à la caisse, on dit, mais voilà, on vous donne 20 € pour un plein caddie, quoi. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est l'inverse. Ils ne tiennent pas compte de nos coûts de production, en fait. Le prix du lait est basé sur le prix de vente des industriels, mais pas sur notre coût de production. Si nos matières premières augmentent, les céréales augmentent ou l'aliment augmente, ben ça, c'est pas leur souci, c'est pas leur problème. Nous, le prix du lait, il est comme ça, il est basé sur le prix de vente des industriels. Oui, mais après, ça pourrait être compliqué aussi de calculer sur notre coût à nous, parce que nous, en Tarn-et-Garonne, ça va nous coûter 30 centimes de produire un litre de lait. Peut-être qu'en Bretagne, ça va leur coûter que 25. Peut-être qu'en Corse, ben, finalement, c'est 35. Donc, c'est après aussi très compliqué pour avoir un prix au plus juste. Mais il doit y avoir possibilité de s'adapter à tous les systèmes en France. Voilà. Parce qu'il y a des grosses industries, il y a des usines à lait, hein, comme des fermes où il y a des milliers de vaches, et il y a des petites fermes comme nous, et il y a les bio, voilà, on est nous entre les deux extrêmes en fait, voilà, on peut se situer comme ça. Ouais, on va en aborder cette histoire des fermes des 1000 vaches, qui est, je pense, une catastrophe quand même, hein, au niveau évolution, quand même. Oui. Après, parce qu'on est en France, ouais. Dans d'autres pays, il y a 20 000 vaches et c'est des exploitations lambda, alors que chez nous, c'est impensable. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un taux de mortalité
En pourcentage, par exemple, c'est 5% dans une exploitation de taux de mortalité de bêtes. Forcément, 5% sur 50 bêtes ou 5% sur 1000 bêtes, et le nombre, c'est pas le même. Pourtant, c'est le même pourcentage. Acceptable. Les 20 000 vaches, vous les concevez comment, ces exploitations, en fait? Pour nous, C'est plus une exploitation, quoi. C'est une usine, allez. Voilà, c'est une usine. C'est le gars, le patron. Ouvert ou fermé? Ouvert ou fermé, comment vous voyez? C'est des bâtiments, mais ouverts, mais elles sortent pas. C'est des comme un Si, corral. après, ça dépend. En Nouvelle-Zélande, en Australie, les vaches sont dehors, mais après, apparemment, ils ont des problèmes énormes de pollution là, depuis quelques années. Après, c'est l'opposé, carrément, quoi. Même 20 000 vaches ou même 10 000 vaches, c'est énorme, quoi. Et même 1000. Ça pose des problèmes de pollution. Après, c'est une concentration de tout, quoi, des effluents, tout ça, c'est énorme. Moi, dans certains endroits, voilà, on voit ça comme quelque chose de très aberrant. Moi, j'essaie d'en tirer vraiment le nectar en fait de cette discussion et vraiment de faire en sorte que la discussion porte une réflexion un maximum. Aujourd'hui, un producteur, il a en moyenne combien de vaches? En moyenne, 50, 60 vaches. À la traite. À la traite, oui. Oui, voilà, adulte. Voilà. Là, on parle de 50, on parle d'envisager 1000 vaches à peu près. Oui, après, non, mais c'est énorme, même 1000 vaches, D'accord. 50 vaches, une personne seule n'y arrive pas. D'accord. C'est pas possible, parce qu'il y a le renouvellement, après il y a les jeunes, il y a autant. Après, il y a 50 adultes, mettons, il y a autant de jeunes pour le renouvellement. Et alors, du coup, une personne seule, c'est vraiment limite, 50 vaches. Alors, 1000 vaches, quoi, c'est énorme, oui, c'est un truc. Vous faites un regroupement entre agriculteurs? Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est de plus en plus tous éloignés, parce que les petites exploitations arrêtent de plus en plus. Personne ne veut reprendre. Les enfants, nos enfants, ils disent qu'on est des fous. Tous les voisins autour de nous ont arrêté. Notre premier voisin qui est laitier, il a 25 km. Oui. Donc, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. D'accord. L'isolement, on le perçoit de plus en plus. Malgré toutes les technologies qu'on peut avoir pour nous aider, on est de plus en plus seul. Ouais. C'est très intéressant. Très, très intéressant. On a Après, on ne fait pas les caliméros non plus. Je veux dire, nous, on fait un métier qu'on aime, malgré tout ce qu'on peut entendre de négatif. On peut tout à fait comprendre tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir. Ça, c'est clair. Non, mais c'est important d'en parler autrement Voilà. que via France 2 ou. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est toujours orienté de toute façon, parce que malgré. Je vais être un peu excessive, mais les lobbying qui gèrent tout ça, c'est les mêmes qui gèrent les infos, c'est les mêmes qui gèrent les usines, c'est les mêmes qui gèrent l'engrais, c'est les mêmes qui gèrent les semences. Donc, le but pour eux, c'est que plus on soit divisé, plus c'est facile de régner sur tout, en fait. Oui, S'ils orientent à leur essaim, voilà. Non, mais c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc, on sent solitude. Est-ce que vous avez envisagé la vente directe? Oui, on fait de la vente directe. On en fait un peu, oui. On a un distributeur automatique de lait cru et qu'on a installé en 2009. Et ça marche moyennement, quoi. Parce que la ville qui est à côté de chez nous n'est pas très très grande. Il faudrait une ville comme Montauban. Voilà, déjà il y en a 2 sur Montauban. Là, ça marche beaucoup mieux. Oui. Ouais. Ça vient aussi de la population. Voilà, oui. Il n'y a pas un grand nombre de populations, mais les gens ne sont pas forcément préparés ou prêts à s'adapter aussi aux contraintes qu'il peut y avoir. Effectivement, nos litres de lait, DLC, c'est 3 jours, quoi. Maximum. Donc, effectivement, c'est une autre façon de fonctionner. Tu n'achètes pas 10 litres de lait que tu vas garder une semaine. Non, il faut envisager un autre fonctionnement. Et nous, le lait, on le vend au distributeur à 60 centimes. Voilà, c'est pas
trop cher, je pense. On ne prend pas les gens pour des imbéciles non plus. Mais après, au supermarché, à 60 centimes, je ne pense pas que tu trouves du lait, du lait entier. même du lait entier ou du lait, Non, je sais pas, UHT, je sais pas. Même Je pense demi-écrémé, j'ai eu regardé, il est à 65 minimum quand il est en promo, quoi. parce que nous-mêmes, producteurs, des fois, on est choqués des collègues à nous qui vendent des produits en direct plus chers au supermarché, alors que tu n'as pas d'intermédiaire. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Enfin, voilà, nous, on peut arriver nous-mêmes à se placer de plusieurs côtés pour comprendre les choses. Donc, après, je peux comprendre qu'un consommateur qui va acheter 1 kilo de pommes, je dis n'importe quoi, à 5 € sur le marché, alors qu'il est à 2 € à Inter ou à Leclerc, je comprends qu'il n'ait pas envie d'aller acheter direct au producteur et qu'il se sent lésé pour le même produit. Pour le même produit, surtout. Avec une facilité, sur le supermarché, tu as une grande amplitude horaire. Là, le marché, c'est 1 fois par jour, 1 jour par semaine. Ou, voilà. On reste logique aussi, on voit aussi ce qui se passe et qui peut bloquer aussi les consommateurs. Bah, il y a cette histoire de quantité où ils arrivent à s'y retrouver grâce à la quantité, en fait, que vous n'arriveriez pas à faire cette gymnastique-là, en fait. C'est ça, sinon, toute notre production devait le vendre en direct, c'est impossible. C'est absolument C'est impossible. impossible. Enfin, à l'heure actuelle. Ou alors, il nous faudrait créer un labo, faire du fromage, des yaourts, du fromage blanc, de la crème fraîche. Mais alors là, c'est investissement, explosion, du personnel. Enfin, c'est ingérable. Enfin, pour nous, à l'heure actuelle, c'est ingérable. Ouais. Mais ça vient aussi d'un historique que mes parents, on leur a dit produisez du lait, vous vous occupez pas de la vente, nous on vendra. Lactel s'occupe de vendre, voilà, nous on produit, terminé. Mais maintenant on arrive à un point que le lait qu'on produit, on n'est pas capable de le vendre nous-mêmes. On a doublé la production et voilà, c'est impossible de vendre du lait nous-mêmes. Toute la production, du moins. Alors oui, on nous dit vous vivez avec les emprunts, tout ça, oui, c'est vrai, mais on nous oblige à tellement de normes que tu es obligé d'emprunter pour faire des bâtiments aux normes, des fossilisiers aux normes, des salles de traite aux normes, et du coup, ben, on ne peut pas s'arrêter. En fait, même si là, on voudrait arrêter de faire ce qu'on fait, parce qu'on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas. On ne peut pas. J'ai l'impression d'entendre le même discours que les producteurs de céréales qui sont exactement pareil. Qui ont le pied pris dans le piège à ours de Monsanto. Exactement. C'est tout le monde pareil. Je pense que dans le milieu agricole, on est tous au même niveau, quoi. Pour les prix, de toute façon, tous les agriculteurs, on est au même niveau. Hein. On ne fixe pas notre prix. On vend au prix qu'on veut bien nous acheter. Et on achète, par contre, pour acheter, c'est pareil. On achète au prix qu'on nous dit. Quoi. Ouais, voilà. Mais c'est au-delà du prix qu'on vous achète, c'est des histoires de normes, en fait. Oui, c'est horrible. C'est ça, mais des trucs, c'est aberrant. On est quand même arrivé à faire du lait qui, à l'usine, ils doivent réensemencer en bactéries pour faire du fromage, parce que sinon, le lait qu'ils nous font produire, qui est tellement sans rien, ils ne peuvent même pas faire du fromage avec, quoi. C'est même un truc de dingue, quoi. On pourrait produire un lait qui ferait du fromage tout seul, comme avant. Non, mais c'est le même discours que j'ai entendu quand j'ai regardé le reportage sur Monsanto et j'ai l'impression c'est cette ressemblance qui me paraît frappante, quoi. Cette impression d'un étau qui n'arrête pas de se resserrer et une boule, voilà. Après, on va être. Moi, je dis les choses, je suis assez franche. Nous, il n'y a aucun intérêt à personne que les agriculteurs ils gagnent bien leur vie. On fait vivre les banques parce qu'on est toujours à découvert, on fait des emprunts à court terme, à long terme. À court terme, donc, ils gagnent vachement de fric sur notre dos. Monsanto ou tous les autres, ils nous vendent les semences, ils nous vendent l'engrais, ils nous vendent le désherbant. On n'a pas le choix d'utiliser parce que sinon, tu n'as rien. Tu peux même pas te resservir de ton grain pour le ressemer parce qu'ils l'ont tué avant, donc du coup, c'est mort. On est vraiment. Et du coup, en fait, à la finalité, pas nous qui sommes les victimes, mais le consommateur au bout qui croit que nous, on le roule parce qu'on ne fait pas du bon produit, mais en fait, ils sont eux aussi victimes de tout ce qu'il y a avant nous et tout ce qui nous est imposé.
Et c'est ça qui est horrible, en fait, parce que eux se sentent pas victimes de tout ça, en fait. Et en fait, ils nous induisent à avoir une demande de prix pas cher. Enfin, c'est vrai, les gens, ils ont plus d'argent. Donc, pour consommer, ils veulent acheter de la viande pas chère, du lait pas cher, des fruits pas chers. Et du coup, ça favorise la production de masse. Parce que plus tu produis en quantité, plus tu fais des produits, pardon, de merde et acheter pas cher. Et comme ils te les achètent pas cher, il faut faire de la quantité. Et tu n'as pas le choix. Et du coup, si tu te laisses aller, eh bien oui, tu te retrouves avec la ferme aux 1000 vaches, quoi. C'est ça, le souci. Parce que nous, en fait, on a doublé la production de lait, mais on n'a pas un meilleur revenu que ses parents quand ils avaient moitié moins. Presque, à la limite, on a moins de revenus. Ah oui, oui. C'est intéressant, très très intéressant de comparer justement le niveau de vie de vos parents justement au niveau de vie là, aujourd'hui. Là. Ah oui, nous, c'est clair, on fait le double de quantité et on a passé 2 ans, là, ça passait pas. Alors que mes parents, avec la moitié, ça marchait, quoi. C'est ce qu'on dit, s'ils faisaient le même litrage que nous maintenant, mais ils auraient été milliardaires, quoi. Franchement, c'est pas. Alors oui, nous, on est propriétaires de terre, mais parce qu'on n'a pas le choix non plus. Il faut bien faire bouffer nos animaux. Et le moins cher, c'est d'avoir des terres pour les cultiver et d'autoproduire notre autoconsommation, quoi. Mais c'est vrai. Mais les parents, moi, il me semble que pour certains agriculteurs, certains ont laissé quand même des bons héritages à leurs enfants, certains agriculteurs. Enfin, oui. moi, il me semble. Hein. Oui. Donc, ils étaient propriétaires, du coup, dans l'histoire. Oui, ben, alors nous, on peut parler, on peut expliquer notre cas. Ben, nous, par exemple, enfin, moi, je suis donc venue chez Nicolas, donc les terres étaient à ses parents. Et bien là, ils ont fait leur arrangement de famille quand ses parents ont quitté l'exploitation, donc on sont sortis de la société. Mais Nico, il loue les terres à ses parents. Il travaille, les terres, ils sont à moitié à lui, puisque tu es du propriétaire. Ses parents ont toujours l'usufruit, mais on leur paye un loyer chaque année pour pouvoir cultiver les terres. Sinon, on ne pourrait pas travailler. Et pourtant, c'est quand même un peu chez lui. Ouais. Alors, nous, c'est notre cas, mais il y a beaucoup de gens autour de nous, c'est le même cas. Alors, oui, on a eu un gros héritage terrien, mais pour l'instant, il n'est pas à nous. Pour l'instant, il n'est pas à nous. Déjà, il faut que ses parents meurent pour qu'il soit à nous. À lui, d'abord. Et pour nos enfants, je ne sais pas ce qu'on leur laissera de ça. Des terres, sinon, on ne peut plus les cultiver, elles vaudront rien, quoi. Alors, déjà, on est une terre plutôt aride, du coup, on n'a pas un gros rendement. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup de surface quand même pour pouvoir avoir ce qu'il nous faut pour faire vivre nos animaux, quoi. D'accord. Comment dire, on a parlé uniquement des vaches. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez aborder comme sujet? Céréales? Mais oui, j'ai un exemple, moi, comme on parlait tout à l'heure par rapport au blé. Maintenant, on a semé un blé qui fait meilleur rendement, plus de paille. Nous, du coup, ça nous intéresse la paille pour la litière pour les vaches. Et on a fait ce blé qui est vraiment très bien. Voilà, il fait plus de rendement, plus de paille, il est plus grand. Et on n'a pas eu assez de cette semence pour finir le champ. On a fait le reste du champ avec une autre variété qu'on avait avant. Alors, le blé, c'est vrai, il était plus grand. Il faisait 20 cm de plus à peu près que l'autre. Mais au moment de là, enfin, avril-mai, il y a le blé a une maladie. Enfin, il devient malade ou pas, ça dépend des variétés. Mais le blé qui était si miraculeux, il a été malade presque un mois avant l'autre. Donc, traitement obligatoire que l'autre n'a pas été malade dans la même parcelle, quoi. Ça marquait vraiment très bien à 1 mètre d'écart. Un blé était malade, l'autre n'était pas malade. Donc, celui qui était à fort rendement, finalement, il fallait le traiter. Et à la fin, on a plus de rendement, mais plus de frais. Donc, et un traitement de plus, alors, par rapport à la pollution, tout ça, c'est pas bon non plus. Voilà. Alors, à la fin, et c'est toujours pareil, comme on parlait tout à l'heure, Monsanto, mais il produit un blé meilleur en rendement, mais il faut acheter le traitement Monsanto pour le traiter, pour qu'il n'ait pas cette maladie. Alors, ouais, ça me... C'est horrible. C'est parfait, là. C'est parfaitement pensé, quoi. Voilà, oui, c'est ça, c'est pour ça. Ils améliorent les variétés, mais elles sont plus fragiles. C'est ça. Elles sont plus fragiles aux maladies, à toute autre chose, quoi. Ils veulent qu'on fasse des exploitations bio, mais le problème, c'est que toutes les vieilles semences qui n'avaient pas besoin de traitement,
ou qui étaient super intéressantes, ben, on ne peut plus les trouver. C'est interdit, on ne peut plus en acheter. Parce que Monsanto a créé un catalogue de semences autorisées. Les autres, elles ne sont pas autorisées. Oui, oui, comme au Pérou. C'est ça. Mais Et pour le riz ou le coton, il y a quelque chose comme ça aussi, je crois. Au Vietnam et en Inde, ils ont exactement les mêmes problèmes, mais c'est dans les rizières, donc c'est un petit peu plus différent parce que du coup, on a le problème d'eau, on a le problème, mais si vous voulez avoir quelque chose qui vous ressemble, vous, ce sera au Paraguay et l'Amérique du Sud. Oui. Voilà, ils ont fait les premiers tests ici, là-bas, et donc c'est ce qui vous ressemble vous. Mais en Inde, c'est carrément déversé dans l'eau, en fait. Oui. Donc du coup, les gens boivent l'eau polluée. Ouais, l'eau polluée. Mais donc quand je vous ai eu, Géraldine, vous m'avez dit, on aimerait bien faire du bio. Par contre, on a un voisin qui est au-dessus. Si lui, il se met pas au bio, nous, on explique. Alors, c'est ça. Alors après, soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Alors moi, faire du bio pour juste avoir un meilleur prix et arnaquer les gens, ça m'intéresse pas. Donc, je préfère rester en conventionnel, super raisonné comme on fait, parce qu'en fait, nous, les traitements antibiotiques aux vaches ou tout ça, on travaille comme des bio. À quelque chose près, franchement. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en bio, ils ont le droit à des traitements. Hein, c'est limité par rapport au conventionnel, mais ils ont le droit à traiter. Une vache laitière a droit à 3 antibiotiques. Et nous, on ne met pas 3 antibiotiques à une vache, parce que si le premier traitement ne marche pas, on fait le second à la rigueur, mais le troisième, on arrête, parce que les antibiotiques, maintenant, c'est comme pour nous, quoi, ça ne marche plus. Si au premier et au second, ça n'a pas marché, c'est pas la peine d'en faire un troisième. Et les bio ont droit à 3 antibiotiques par vache. 3 traitements antibiotiques. 3 traitements antibiotiques par vache. Alors, du coup, ils sont comme nous, quoi, finalement. Alors, déjà, il y a ça. Puis, le fait que ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, notre voisin au-dessus n'étant pas bio, les écoulements d'eau arriveraient sur nos terres, qui, du coup, seraient vendus en tant que bio, mais ne seraient pas bio. Donc, c'est pas normal. Même les parcelles attenantes, quand ils traitent son blé, il y a un peu de vent, le traitement va sur nos parcelles aussi. Hein. C'est inévitable, quoi. Donc, il y a ce que j'ai entendu, moi. Donc, du coup, il y a bio, antibiotiques, c'est ça? Oui. Donc, présence d'antibiotiques. Donc, vous n'êtes pas forcément. Vous ne trouvez pas qu'il y a une grosse différence au niveau du traitement, au niveau des animaux? C'est ça, en fait? Alors, par rapport à notre pratique à nous. Oui. Ouais. Voilà. D'accord. C'est sûr que la ferme des 1000 vaches ne travaille pas comme nous. J'entends bien. C'est comme le mec qui a 50 hectares de céréales et celui qui en a 300 ou 500, ils ne travaillent pas pareil. Nous, effectivement, je pense que on n'est pas loin d'un travail de bio. Déjà, premièrement, nous et nos enfants, on boit notre lait. Donc, j'essaye de ne pas intoxiquer mes gamins, déjà, premièrement. Et puis, moi, je suis fière de ce que je fais, du produit que je vends. Je sais qu'il n'est pas dégueulasse. On est toujours pratiquement toute l'année en super qualité au niveau des analyses. Voilà, c'est aussi une fierté. Si tu fais quelque chose, il faut que tu sois fier de ce que tu fais. C'est pour faire de la merde, mais tu ne le fais pas. Enfin, nous, c'est notre philosophie, quoi. De toute façon, vous avez votre auberge qui est elle aussi contrôlée au niveau sanitaire et. Alors, c'est pas une auberge, hein. Je cuisine pas, je fais pas de nourriture, c'est des chambres d'hôtes. Chambre d'hôte, voilà, ou une chambre d'hôte du coup, mais vous devez avoir des contrôles sanitaires quand même. Certainement. Alors, jusqu'à présent, j'en ai jamais eu, mais bien sûr, on n'est pas à l'abri du contrôle, hein, c'est clair. Et donc, du coup, non, vous ne faites jamais à manger du coup? Non. D'accord, ok. J'avais cru comprendre que. Je travaille avec un traiteur en fait, mais non, moi je suis pas équipée pour ça. D'accord. Non, parce que quand je vous avais. Pareil, c'est les normes aussi qui nous arrêtent de faire ça. Si on veut faire la cuisine pour nos locataires, il faut une cuisine aux normes, il y a tout un tas de trucs. On revient toujours pareil aux normes qui nous bloquent. D'accord. Du coup, on a
on a fait le choix de travailler avec un traiteur. Voilà. Mhm. Qui s'occupe de la personne, en fait. En fait, vous avez une chambre d'hôte et une cuisine, une salle commune pour les gens qui mangent ensemble. Non, parce que nous, c'est un peu particulier. Ce sont des hébergements insolites. Donc, ce sont des bulles transparentes, en fait, qui sont posées dans les prises, dans les bois. Donc, du coup, l'idée, c'est de venir en amoureux et de profiter de ta soirée en amoureux. Oui. Et du coup, nous, si les gens le demandent, on commande le repas au traiteur, on leur laisse tout à disposition dans leur hébergement et ils profitent de leur soirée comme ils le souhaitent. L'idée, c'est de réserver leur intimité parce qu'elles sont équipées de jacuzzi, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour soi, pour se retrouver dans sa bulle et de profiter un peu. Donc, on travaille un peu différemment que des chambres d'hôtes traditionnelles. D'accord. Donc, vous devez avoir énormément de gens à la Saint-Valentin, Noël. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et alors, du coup, nous, on a fait le choix aussi de proposer de venir voir notre travail, notre premier travail qui est agriculteur. Donc, souvent, les gens viennent de visiter la ferme, voir comment on traite. Le soir, on les invite à participer à la traite. Ils boivent notre lait, ils goûtent, ils voient les petits pots. Voilà, ils se rendent compte aussi qu'il n'y a pas que des mauvais agriculteurs, il n'y a pas que des agriculteurs qui battent des animaux, qu'on n'est pas tous des fous, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est vrai, on sépare les mères et les bébés, d'accord, c'est vrai, mais nous, nos vaches, on les aime aussi, quoi, malgré le fait qu'effectivement, elles n'ont peut-être pas la super vie idéale au milieu des prés et tout ça, mais on essaye que ce soit le mieux possible pour elles. Ben, genre, Nico, il va installer des ventilateurs et des brumisateurs pour les vaches. Moi, la salle de traite, je ne les ai pas, quoi. Voilà. Pourtant, il y avait moi, quoi. Non, mais je comprends tout à fait. Après, de toute façon, effectivement, les gens qui sont dans la lutte et la protection des animaux, je les entendrai et j'essaierai de savoir un petit peu plus. Après, je comprends, hein. Il y a des choses qui sont horribles et qui se passent. Hein. Nous, on ne se met pas des œillères aussi, quoi. Hein. Voilà, dire, ah mais non, moi je vois rien, on n'est pas au pays des bisounours, ça c'est clair. Mais oui, nous en tout cas, on peut avoir la tête haute, on essaye de faire au mieux possible, quoi, pour tout le monde. Et vous avez uniquement des vaches ou vous avez porcs aussi ou non? On avait des brebis, on n'a plus de brebis maintenant parce que c'est trop compliqué, on a trop de travail à nous deux. Mais, voilà. Donc, du coup, on a choisi les hébergements pour apporter un supplément de revenus. Ah ouais. Et donc, l'hébergement plus les vaches, ça va, vous arrivez à. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide pour les bulles. J'ai employé quelqu'un. On a quelqu'un qui nous aide aussi pour la traite parce que du coup, je ne peux pas être partout non plus. Mais mon principal, c'est encore quand même la ferme. Ouais, le principal, c'est la ferme. Voilà. Et vous, Géraldine, du coup, donc, vous avez choisi de vous lancer dans les soins d'Access Bar. C'est ça, dans l'énergétique. Alors, c'est pas que Access Bar, mais oui, effectivement, ça fait déjà un petit moment que je sentais bien que j'avais des petits trucs, des petites affinités à percevoir certaines choses. Et j'ai choisi de développer, déjà pour moi, travailler sur moi aussi. Quand tu travailles sur les autres, ça te renvoie aussi à toi. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer. Donc, je propose des séances à mes clients. Et puis, je suis en train de monter un cabinet, enfin une salle pour pouvoir recevoir aussi mes clients ailleurs. Et l'idée finale, c'est de recevoir mes clients dans une bulle chez moi, vraiment dédiée qu'à ça. D'accord. C'est très bien. En tout cas, beaucoup d'informations riches et je tenais énormément à cette interview. Donc, parce que on va avoir effectivement des gens qui vont nous dire la viande, le lait, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Mais on aura au moins eu la possibilité de vous entendre. Après, pour être terre à terre, j'ai 4 enfants et il faut bien qu'ils mangent aussi. Et voilà, nous, si on arrête, on ne sait pas ce qu'on fera. On ne peut pas faire autre chose ici que l'élevage. Non, mais voilà. Je tenais à vous donner la possibilité de vous exprimer.
Ben, c'est super parce qu'en général, les interviews sont toujours super dirigées ou super. Voilà, on ne peut pas trop parler de notre métier. Oui. On ne peut pas trop dire tout ce qu'on vous a dit là parce que forcément, ça touche des choses un peu non correctes. Ah, mais c'est justement le but de la chaîne, justement. Et c'est ce qui m'a plu dans votre démarche, en fait. Voilà. Ce qui nous a... Donc, est-ce qu'il y a des choses, Nicolas, que vous auriez aimé partager? Non, on a dit à peu près tout, je pense, oui. Après, c'est vrai, comme dit Géraldine, nous, on a des vaches laitières, c'est pour vivre avant tout, pour avoir un revenu. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas les vaches, c'est pas des vaches d'ornement, voilà, c'est un outil de production et on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on vive de quelque chose, hein, mais on essaye quand même de l'avoir dans le meilleur des mondes possible, quoi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si la vache n'est pas bien, elle produit pas de lait ou pas du bon lait et ça se ressent toujours quelque part. On a des vaches qui ont 12 ans chez nous. Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui peuvent dire pareil, quoi. Voilà. Et nous, on est fiers quand les gens ils goûtent notre lait et qu'ils disent ah ouais, votre lait il est super bon, quoi. Et qu'ils ont la moustache là de crème au bord des lèvres, quoi. Et ça nous rend fiers. On est fiers de notre métier. C'est vrai. Ben, écoutez, c'est très bien. Donc, pour vos bulles et puis pour visiter votre exploitation, donc on peut vous retrouver du coup votre site Géraldine. Oui, alors mon site c'est www.bulle au pluriel 82.com et voilà. D'accord. Et donc vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, c'est ça? C'est ça, dans le 82. Voilà, ben, c'est très bien, c'est super. Donc voilà, ben je suis très content que Géraldine et Nicolas aient respecté notre engagement de la semaine, de vous donner ce petit interview surprise. Donc voilà, comme d'habitude, Jean-Marie Le Riche-Lalouse, vous m'écrivez par Facebook. Donc je trouverai toujours des sujets toujours plus intéressants et voilà, plus piquants. Comme l'a dit Nicolas et Géraldine, moi, il n'y a pas de filtre, donc je coupe rien et je laisse parler les gens aussi librement qu'ils ont besoin. Donc voilà, comment dire, vous n'hésitez pas à télécharger mon livret sur l'impact des pesticides. Voilà, donc n'hésitez pas à le partager, à le lire et savoir voilà ce que c'est que le non-respect de la nature humaine et le non-respect de la nature voilà environnementale et ce que Monsanto ce qui est Monsanto et quelles sont ses envies. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bah, vous aussi. Vous aussi. Voilà, et je vous remercie pour toutes ces informations que vous nous avez partagées. Et merci à vous. Et j'espère que vous aurez énormément vu parce que c'était très bien. C'était vraiment très, très bien. Merci. Merci beaucoup.